Bam! Yo tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous ne devinerez jamais où je suis pour la simple et bonne raison que je suis à un endroit absolument anecdotique. Je suis à Édimbourg en Écosse. Alors c'est pas ça le point anecdotique c'est l'endroit où je suis. Je suis ici, sur des pavés. Je voulais accéder par là-bas, par ce portail, au point le plus septentrional de la ville, c'est-à-dire le point situé le plus au nord de Édimbourg. C'est un genre de grande jetée. Au bout, il y a un espèce de vieux fort avec un gros bateau. Alors, on doit pouvoir y accéder par quelque part d'autre, mais je ne trouve pas. Enfin, je ne trouve pas. J'ai pas trop envie de chercher. Et j'ai envie de profiter de ce beau temps pour finalement vadrouiller en ville et à toute berzingue. Mais en tout cas, voilà. Je suis donc venu à Édimbourg, c'était prévu depuis un petit bout de temps. On ira au marché de Noël évidemment quand même, c'est peut-être un des plus beaux, si ce n'est le plus beau du Royaume-Uni, en tout cas on me l'a vendu comme ça. Donc quel est le programme? Je me suis posé là dans un petit café, je suis arrivé, en fait j'ai pris un bus de nuit. Alors bus de nuit, confort approximatif, relatif. Mais je vais pas en parler de cette façon-là, j'ai envie d'en parler un peu comme dans les émissions de télé. Alors je vais attendre de trouver un lieu et paf, je vous envoie le magnéto. Confort lors du trajet de nuit, Nicolas donne la note de 4. La personne à côté de moi prenait de la place, alors c'est pas de sa faute, mais j'avais un espace un peu moins grand et il se trouvait qu'il avait une odeur corporelle assez importante. Donc en termes de confort, on était un peu moins bien et le siège n'était pas très large, donc en termes de coccyx, on n'était pas sur un hôtel 4 étoiles. Pour la nuit, ce sera 5. Compte tenu des conditions de confort, ça aurait pu être bien pire. J'ai quand même réussi à dormir quelques heures et à attaquer cette journée du bon pied et prêt à divertir. Aïe aïe aïe, ça coince pour les animations. Notre voyageur n'attribue que la note de 3. Au début c'était intéressant, il y avait une belle ambiance tamisée, mais par la suite, le coup de téléphone passé par mon voisin de derrière à 2 h du mat a pu perturber un petit peu mon sommeil et ne m'a pas diverti outre mesure. En revanche, le repas, lui, a su séduire notre aventurier. Pardon. Alors on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais alors j'avais pris un paquet de chips, le fait de le manger un petit peu bruyamment à la fois me faisait une petite vengeance personnelle et en même temps je le faisais un petit peu aussi en silence, donc c'était un petit jeu qui m'a aussi diverti. J'ai également mangé un Snickers bar, grande taille, qui m'a donné de l'énergie avant de débarquer du côté d'Édimbourg et pour être prêt à passer une bonne journée et à divertir. Je me suis donc posé pour prendre un petit café histoire de repartir sur des bases bien propres ce matin et j'ai composé une petite to-do list. Alors une to-do list, c'est quoi pour les non-anglophones? Alors la to-do list, c'est tout simplement la liste des choses à faire. C'est noté dans ce petit carnet de to-do list. Et alors quel est le programme aujourd'hui? Même s'il va évoluer évidemment, il y a de la place pour l'improvisation, mais histoire d'avoir des bornes et des objectifs à remplir. Premièrement, aller au marché Noël. Ça c'est obligatoire, si on n'y va pas, je suis nul. J'aimerais qu'on parle du kilt. C'est cliché effectivement, mais comment venir en Écosse sans évoquer le sujet du kilt? J'ai cru entendre que si c'était pas seulement une jupe marrante, il y a vraiment une histoire du kilt, donc on va essayer de trouver un lieu où on va pouvoir parler du kilt. Il faut goûter le haggis. J'ai envie de filmer des animaux, j'ai envie qu'il y ait des animaux dans toutes les vidéos parce que j'adore les animaux. Voir la mer, aller voir le château, ensuite le palais de Holyrood. Il paraît qu'il y a aussi pas mal de places genre avec des histoires en rapport avec Harry Potter. À Édimbourg, il paraît que c'est très famous et je pense que ça pourrait vraiment créer le buzz sur la chaîne, donc on va tenter d'aller voir des places en rapport avec Harry Potter. Et c'est déjà pas mal. On va décoller, on va profiter pour faire ce petit quartier là, parce qu'en fait ce matin, je suis arrivé à la gare, mais la gare elle est vraiment assez loin du bord de mer et moi, malin, je me suis dit, enfin malin, du coup non, je me suis dit, tout le reste est forcément proche de la mer. Alors j'ai marché 50 minutes en ayant passé la nuit approximative comme je vous l'ai déjà décrite, pour arriver près de la mer et voir que c'était juste ce port industriel et qu'il n'y avait pas grand chose de plus, mais quand même. Donc voilà, donc là on va se faire la petite matinée pas trop loin du port et tout à l'heure on reprendra les transports, je pense, parce qu'à pied en vrai on va déjà marcher beaucoup aujourd'hui, donc si on peut s'économiser du temps et de l'énergie, on le fera. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que du fait d'avoir vu pour l'instant essentiellement de nuit et la zone du port et des zones, disons, de peu d'intérêt, je pense que c'est vraiment un mix entre Nancy, Strasbourg et Le Havre. Mais je me trompe, parce que c'est pas ça, naturellement c'est pas ça. Mais il y a un petit côté, il y a aussi un petit côté 3 dans l'aube, comme dirait Raphaël Mézarahi, dont je vous invite à visionner le travail également, car c'est du génie.
Ok, je viens juste de sortir du Aldi. J'ai acheté de l'eau écossaise, de l'eau de montagne. C'est la première dégustation du jour, j'espère que ça va être concluant. J'ai des assez grosses attentes, donc on va voir. Ok, c'est de l'eau de source écossaise. Ah ouais. Ah ouais non. Ah ouais non. Ah ouais, elle est folle. Elle a un goût d'Écosse. On sent le volcan qui est en elle. On sent le volcan en toi. Avec une fraîcheur inimitable. Enfin si imitable, mais non égalable. Putain, Scottish Mountain Water. En vrai, c'est pour le Scottish et pour le Mountain que je l'aurais pris. Juste de la Water, j'aurais pas acheté. Mais pour le Scottish et le Mountain, ça n'a pas de prix. Petit off, j'ai failli avoir un entretien avec un atelier de Kilt, ça s'est joué à très peu, c'est une question de timing, je suis allé leur rendre visite à l'improviste et ils m'ont dit on va écrire au marketing. J'ai écrit au marketing, le marketing m'a répondu lundi matin, viens aujourd'hui si tu veux. J'étais à Édimbourg, bonne nouvelle mais mauvaise nouvelle sans mon matériel, j'ai donc demandé un autre créneau, ça n'était pas possible avant le mercredi matin et je repartais mardi soir, donc c'est parti remise, mais la promesse a été faite que cette visite pourrait avoir lieu si je repasse par Édimbourg. Alors on verra cette année si l'occasion se présente, mais en tout cas ça me chauffe bien. Je fais une petite halte devant les bâtiments du gouvernement écossais, le Scottish Government. Alors pour faire un petit point histoire sur ce qu'est ce gouvernement écossais. Alors comme vous le savez peut-être, l'Écosse a été sous l'autorité de la couronne britannique environ des années 1700 jusqu'à la fin du XXe siècle. L'exécutif ne se formait qu'en 1999. Alors qui est à la tête de ce gouvernement écossais? C'est un premier ministre, une première ministre, en l'occurrence Nicola Sturgeon depuis 2014 et qui vient juste de démissionner d'ailleurs je crois. Donc alors qu'il est, je ne sais pas qui est le nouveau ou la nouvelle première ministre, sachant qu'il y a une petite précision, c'est que alors en français le premier ministre ça ne change pas, mais il y a une distinction entre le premier ministre britannique et le premier ou la première ministre écossaise, pour qu'il n'y ait pas finalement de mécompréhension entre le premier ministre de l'un ou de l'autre. On utilise le terme Prime Minister pour le Royaume-Uni, donc Keir Starmer actuellement au Royaume-Uni, et First Minister pour la première ministre écossaise, mais c'est la même chose pour l'Irlande du Nord et le Pays de Galles. Et donc pour ce qui est du Parlement qui a été reformé en 1999, il est question d'un Parlement unique, il n'y a qu'une seule chambre parlementaire en Écosse, qui a été dominée à la base par l'aile gauche, le Parti travailliste, les libéraux-démocrates également, un peu plus au centre, et aujourd'hui c'est le SNP qui est un parti indépendantiste qui a une majorité relative, ils sont à 63 sièges sur 128 je crois au total, les députés sont élus pour un an. Donc voilà pour le petit point politique qui aura peut-être intéressé certains, beaucoup moins d'autres, mais qui était nécessaire et qui s'imposait puisque je suis passé devant. Donc évidemment c'est le destin, c'était pas sur la to-do list, mais c'est drôlement intéressant. Je viens de passer devant une enseigne qui appartenait à un Mac quelque chose, MC. Et je me suis dit, c'est vrai ça. Il y a beaucoup de noms qui commencent par Mac quelque chose, MC ou MAC. Alors premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Et deuxièmement, pourquoi cette différence? Alors en fait, ça vient du gaélique dans les deux cas. Mac, MAC et MC, c'est la même chose. En fait, MC, c'est juste l'abréviation de Mac écrit MAC et on peut utiliser les deux indépendamment, que ce soit en Écosse ou en Irlande. Moi je pensais qu'il y en avait par exemple un qui était pour l'Irlande et l'autre pour l'Écosse. Et alors qu'est-ce que ça veut dire Mac? Ben, ça veut dire fils. C'est-à-dire que si tu es MacGregor, tu es fils de Grégor. Si tu es Mac Olivier, tu es fils d'Olivier. Si tu es Mac Serge, tu es fils de Serge, etc. Tu peux être fils de n'importe quoi, il suffit de mettre devant. Alors vous voulez que je fasse la blague pour être grivois, mais je ne la ferai pas. Parce que je suis respectueux envers mes amis écossais, mais nos amis écossais. Donc voilà, mais en soi, ça marche avec tout.
Et tout de suite, un humain très heureux d'avoir vu des transports publics. Oh. Petite parenthèse footballistique cette fois, parce que je suis devant le stade des Hibernians, un des deux clubs avec Hearts de Édimbourg. Alors, bon, on va pas se mentir, les Hibernians, c'est pas le Real Madrid. En ce moment, ils sont 12e du championnat écossais, sur 12. Et c'est un club qui a une identité, ne serait-ce que visuelle. C'est un club qui joue en vert, qui a toujours joué en vert, qui a vraiment une identité visuelle. Alors, est-ce qu'on a d'autres infos par rapport à lui? Eh ben, ce club-là, Hibernians, est le premier club britannique à avoir participé à une Coupe d'Europe. C'était en 55-56, la European Cup. Et c'était le premier club britannique à y participer. Ceux qui connaissent vraiment bien le foot, il y a Dwight Gale, qui est un bon joueur qui est aujourd'hui assez âgé. Il a 35 ans, âgé pour un footballeur, il a 35 ans. Il a notamment évolué pour Newcastle, c'est un bon joueur de Première Ligue. Il a aussi joué pour Norwich, je crois. Et non, pas Norwich, pour West Bromwich. Et on a également un Français, Élie Youan, qui a été formé au FC Nantes. Donc pour les Nantais qui peut-être me suivent, Élie Youan est aujourd'hui édimbourgeois, finalement. Et tout de suite, évidemment, quelqu'un très content de découvrir un nouveau stade. Bon, je me confesse, j'ai craqué, je me suis acheté une casquette en souvenir parce que en fait, j'adore les casquettes et je me suis dit, ah quand même, en vrai, c'est un club de foot un peu random. À mes yeux, je le connais pas, mais je sais pas, il y a un côté vraiment genre Celtic, ça fait un peu comme pour les fans de foot, un peu comme le Celtic Glasgow, mais à Édimbourg quoi. Et je sais pas, j'ai trouvé le mood était bien, j'avais envie de ramener quelque chose, j'adore les casquettes, donc voilà, je sais pas, je me suis dit c'est dur, d'autant plus c'est Black Friday. C'est Black Friday, alors j'ai eu une ristourne. Elle doit peut-être coûter je crois 20 ou 25 livres à la base, je l'ai payé 12. Ce qui fait une petite quinzaine d'euros, c'est pas mal en vrai. Et moi je suis content parce que je repars avec, j'aurais été peut-être frustré, c'est un peu gamin de faire ça, mais j'aurais peut-être été frustré de repartir sans rien. Là en fait j'ai senti le mood, voilà. Et en plus j'avais prévu de passer toute la journée quasiment au marché de Noël, où j'aurais dépensé beaucoup plus de trucs parce que bah, tu manges un churros, tu manges un sandwich à la raclette. Et là, bah non, donc tranquille. Non. Et puis en plus en prenant le bus, j'ai capitalisé des économies. Et ça me permet de me dédouaner et de me donner une excuse quand je fais un extra comme celui-ci. Donc voilà, là je passe devant des endroits extrêmement typiques d'Édimbourg. Non mais voilà, donc là le plan c'est de redescendre vers Holyrood, là où ils font des films. Putain, celle-là elle est folle. Et elle est folle celle-là. Et celle-là je la laisse hein. Celle-là je la laisse parce qu'elle est folle. Holyrood là où ils font les films, non mais... Ils sont cons. Non, Holyrood, il y a le Parlement. On a un petit peu de marche, mais j'ai envie de tout faire à pied en fait. Je commence à avoir mal au petit peton, mais c'est comme ça, c'est le prix de la création de contenu. À vaincre sans gloire, on est en péril physiquement parlant. Donc, allons-y gaiement, redescendons en ville. Encore une fois, sans tellement prendre de GPS, on va se fier aux éléments. En plus, putain, on a un temps sublime, non mais en vrai, c'est un truc de dingue. La Grande-Bretagne, je lui déclare ma flamme. J'aime la Grande-Bretagne, j'aime le Sussex, j'aime le sud de l'Angleterre et j'aime le nord du Royaume-Uni maintenant. Je trouve que les pigeons sont des oiseaux incroyables. Vraiment, je trouve ça beau et mignon en plus. Dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose ou si vous me prenez pour un fou à aimer les pigeons. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment un charme et je sais pas. Même leur bruit, il est beau. En fait, je vois, certes, des fois, c'est un peu crade où ils sont dans des endroits sales, mais je sais pas, c'est très mignon un pigeon. Donnez-moi vos avis en commentaire.
Ok, moment pour un petit café. On a fait une petite balade dans le jardin botanique. Petit americano, le deuxième de la journée. Americano, encore une fois, j'en ai peut-être déjà parlé, mais la taille des cafés en Angleterre, là on parle. Là on parle de vraie taille de café. En France, on achète un petit café, enfin même un double espresso ou un allongé. On a ça. Là, les Americanos, en gros, c'est leur café allongé. Ils n'ont pas forcément de café allongé. Est-ce que c'est mieux la lumière si je mets de ce sens? Ah oui, c'est bien mieux, effectivement. Donc oui, vraie taille de café. Et donc là, le but. Là, je pense que je suis à une demi-heure du centre-ville à pied. En tout cas, le jardin botanique était bien sympa. J'ai trouvé simplement voilà, une petite réflexion qui m'est héritée de mes études. Et qui est très superficielle mais qui engage simplement le sujet. Les jardins botaniques, alors ils apparaissent en Europe majoritairement à partir du 17-18e siècle. Comment? Et bien par la colonisation. Parce que c'est quoi l'intérêt des jardins botaniques? C'est de regrouper des cultures et des plantes qu'on n'a pas chez nous. Enfin, par exemple ici en Angleterre, qui ne poussent pas en Angleterre, et de les ramener. Alors l'intérêt c'est qu'on en connaît plus sur ces plantes, et aujourd'hui on peut aussi mieux les protéger, mieux les présenter, donc ça a vraiment des atouts sérieux. Mais une des critiques qu'on peut opposer au modèle jardin botanique, c'est qu'on ne sait pas forcément comment ont été collectées ces plantes. Et ça peut parfois donner lieu à des genres de pillages et également à des pillages sur les savoirs. Donc voilà, petit élément de questions sur les jardins botaniques, même si effectivement aujourd'hui on ne peut pas nier l'intérêt entre guillemets sur le plan écologique. Et pareil, j'ai vu un truc qui m'a bien plu, ça n'a rien à voir, mais dans les sanitaires masculins, il y avait une table à langer. Et je trouve ça super, hein, parce que j'en vois jamais. Je sais pas s'il y en a dans les sanitaires féminins, mais il y en a bien quelque part, donc peut-être qu'ils sont là. Et ben c'est bien qu'ils soient chez les papas, c'est bien qu'ils soient chez les darons, c'est une belle chose. Et je trouvais ça cool. Et puis cet après-midi, centre-ville vraiment, parce qu'en fait on n'a pas fait le centre. Centre-ville, château et marché de Noël pour finir. Et puis après, ciao Edinburgh. Ok, je suis posé au restaurant, je suis sur le point d'essayer ce qui est présenté comme la deuxième boisson nationale écossaise. Ce n'est pas de l'alcool, ça s'appelle de l'Iron Brew, anciennement Iron Brew, donc fer brassé, je sais pas. En tout cas, c'est une boisson qui se distingue par sa couleur, qui est à base, je crois, de gingembre, et qui avait surtout dedans des colorants un peu interdits au siècle dernier. Donc ça a été changé, notamment des colorants issus de verre, c'est assez étrange, de cochenille. Donc ça avait un peu mauvaise presse, mais en Écosse, même la publicité le présente comme la deuxième boisson nationale, après le whisky en fait. Donc on va goûter ça. J'étais assez curieux. Alors c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, c'était plus vendu que le Coca-Cola. Donc voyons cela. Déjà à l'odeur, ça sent un peu plus l'orange. Ah, c'est pas mal. Il y a un goût bubblegum en fait. Il y a quand même un goût très chimique. Mais c'est fait à Falkirk, donc c'est tout près d'ici. C'est en fait près de Stirling, que je vais découvrir aussi dans les prochains jours. Entre Glasgow et Édimbourg, il y a Stirling, et entre Stirling et Édimbourg, il y a Falkirk, là où est historiquement préparé l'Iron Brew, qui s'appelle à la base Iron Brew, mais comme c'était pas brewed, c'était pas brassé, ils n'avaient pas le droit de l'appeler brewed. C'est une appellation contrôlée, ça a été changé au début du XXIe siècle. Enfin, le chef de l'entreprise s'est juste dit, bah, on n'a qu'à juste changer l'orthographe, mais ça se prononcera pareil, donc Iron, I-R-O-N est devenu I-R-N, Iron, and Brew, B-R-E-W, est devenu B-R-U, genre brrr. Pas mauvais. Bizarre mais pas mauvais. Le haggis, c'est vraiment le plat traditionnel écossais par excellence. Il est préparé depuis des centaines d'années. Et alors, il consiste en une base très simple qui est une panse de mouton farcie avec de la viande de mouton, des abats de mouton évidemment, du sel, du poivre, donc des épices et de l'avoine pour la consistance. Par là-dessus, on rajoute deux purées que sont celles-ci, on verra si je sais les reconnaître, une de rutabaga et une de pommes de terre. Rien que le fait d'avoir du rutabaga dans son assiette me rend fou de joie. Le mot rutabaga, je trouve qu'il a un potentiel dingue. Il est vraiment beau. Les légumes oubliés ont un potentiel dingue. Citez-moi vos légumes oubliés préférés en commentaire pour le référencement. Et alors, par-dessus ça, comme vous voyez, la sauce qui est autour, elle est assez récente dans la cuisine écossaise.
C'est une sauce à base de whisky. Donc évidemment qui est cuite, donc il n'y a pas d'alcool dedans, je ne serai pas pompette après ce moment de restauration. Mais bref, allons nous en goûter tout de suite ce haggis. Déjà c'est présenté de manière belle, c'est pas présenté de manière moche, genre dans un gros ballon horrible. Alors un peu quand on coupe, mais ils sont plutôt très bons. En fait c'est un peu la sauce whisky, un peu tomaté également. En termes de morceaux, je sais pas si on voit bien, mais il n'y a pas vraiment de morceaux horribles. Non, on voit pas, le focus il se fait pas. Bref, on va voir. C'est bien préparé. Et c'est bon. On dirait presque un peu comme une base de hachis parmentier. Avec moins le goût de viande. Mais avec une texture un peu différente, plus de petits morceaux. Donc on sent que c'est pas du bœuf. On sent le côté avoine, effectivement, il y a un céréal. Non, plus je mange, plus c'est bon. Donc maintenant, on va tâcher de reconnaître les purées. Alors, rien qu'en termes de grains dedans, je vais essayer de vous filmer. On voit qu'il y a des petits bouts. Et donc ça me laisse à penser que c'est pas la pomme de terre, mais que c'est le rutabaga. Eh oui, c'est du rutabaga. Parce qu'il y a plus de fibres. Tandis que l'autre, et oui, elle est bien plus lisse. Et c'est des pommes de terre. 2 sur 2, qui peut me tester? Personne. Etchebest, viens. Viens Etchebest. On va voir si tu reconnais les purées. Bon allez, je vais me régaler. Et je vous dis à toutes, la sauce, il faut que je goûte la sauce. La sauce seule. Parce que j'adore les sauces seules, mais. Ah ouais. La sauce elle est excellente. Excellente. Parce qu'elle est légère. J'aime beaucoup. Bon allez. Tchuss, bon appétit à moi et à toutes. Je viens de quitter leur repas, je me suis absolument régalé. J'ai mangé des choses excellentes. Le haggis c'est fortement validé, franchement. Si je dois arbitrairement mettre une note, je dirais c'est un bon 7,5-8 sur 10. Parce que c'est bon. Il y a un côté un peu épicé qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. Il y a un côté, c'est un peu goûtu quand même. Mais il y a un côté vraiment, ça sent bon, leur repas tradit, tu vois. C'est un truc, si tu le sers en grosse quantité, il y a un côté, voilà, t'es chez mamie le dimanche et boum, ça part en bon gros haggis. Donc voilà. Là, je redescends à la Victoria Street qui aurait apparemment inspiré J.K. Rowling pour le marché là, dans Harry Potter. Là, je sais plus comment il s'appelle là. Là, je suis dans la section. Là, c'est pour tous les Potterheads qui nous regardent. Abonnez-vous en masse, les Potterheads. On est dans la section, voilà, les places Harry Potter à Londres. Donc là, on a vu cette petite rue. On va essayer d'aller jusqu'à Greyfriars Kirkyard, qui est un cimetière. Il est notamment connu, effectivement, pour abriter des tombes qui portent des noms qui ont inspiré directement J.K. Rowling lorsqu'elle a écrit Harry Potter, notamment celle de Thomas Riddle, qui est le nom dans la version anglaise de Tom Jedusor, donc Voldemort, le méchant. Désolé de spoiler, mais bon, au bout d'un moment. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi la tombe de McGonagall. C'est des vrais noms en fait, c'est pas des noms qui ont été inventés. Ils ont été évidemment utilisés pour la fiction, mais ce sont à la base de vrais noms de personnes ayant existé et qui sont enterrés dans le cimetière de Greyfriars. Donc j'ai juste pris quelques images pour vous montrer l'ambiance, mais je voulais pas filmer des tombes, c'était bizarre. Il y a une autre histoire très fameuse à Greyfriars, qui est l'histoire de Bobby. Bobby, c'est un petit chien, un petit terrier qui aurait vécu au 19e siècle. C'est une histoire vraie à la base. En fait, à la moitié du 19e, l'Écosse, elle vit une forte récession et a une augmentation importante du taux de chômage. Et ça force plusieurs communautés rurales à migrer vers la ville, dont un homme qui arrive, qui est embauché par la police et qui va se voir confier un chien de garde, un jeune chiot terrier, Bobby. Ils vont vivre ensemble 2 ans. Et ils avaient un peu un rituel, c'est que chaque jour à 13h, des coups de canon étaient tirés pour annoncer 13h. Et à ce moment-là, l'homme allait avec Bobby dans un restaurant où le chien dégustait avec lui une brioche et un os. Un jour, 2 ans plus tard, le propriétaire du chien décède et Bobby reste introuvable. On enterre l'homme plusieurs jours après et qui ne voit-on pas arriver en tête de cortège? Bobby, évidemment, qui est là. Pendant les jours qui suivent, il disparaît, on ne le voit plus. Vlati pas que Bobby, il file ses arsouilles au restaurant où il mange une brioche et un os. Donc alors, Bobby, eh ben, le restaurateur a pitié et il lui offre la petite brioche et le petit os, naturellement. Jusqu'au jour où il accepte de rejoindre la famille du restaurateur. Alors, est-ce que c'est parce que juste Bobby est un gros dalleux ou est-ce qu'il a fini par s'attacher? En tout cas, Bobby va rejoindre cette famille et il va vivre les dernières années de sa vie. Il mourra, je crois, en 1872. Donc un vieux chien, étant donné que son histoire a commencé à la fin des années 50. Nouvelle séquence off et cette fois en ASMR pour attirer votre
toutes les illustrations de la séquence précédente. Elle a pris de son temps pour faire ça en urgence. Et en plus, le résultat est trop cool. Donc je vous invite à aller jeter un œil à ce qu'elle fait. Je vous mets le lien vers son Instagram dans la description, mais aussi vers son YouTube. Elle fait des vlogs lors de son année d'échange au Danemark. Et franchement, c'est trop cool. Je suis ça avec assiduité. Donc je vous encourage à faire de même si ça n'est pas déjà fait. Allez, bisous. Et simplement, petit mot supplémentaire sur Harry Potter, ce serait à Édimbourg que J.K. Rowling a commencé à rédiger le premier numéro de Harry Potter dans un bar qui s'appelle je ne sais plus quoi, l'éléphant, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est là qu'elle aurait commencé à faire son œuvre, voilà, et à pondre cette saga devenue culte. Je me suis vraiment pris pour Nikos. Attends, j'essaie de le faire avec le Nikos. Cette saga, c'est dans ce restaurant que J.K. Rowling a pondu les premiers numéros de cette saga devenue culte. C'est parti Jennifer. Horrible. Il n'est jamais trop tard pour en apprendre plus sur la ville qui nous accueille aujourd'hui sur Édimbourg. Il y a effectivement quelque chose que j'ai pas tellement évoqué, c'est le fait qu'on écrit Édimbourg de plein de façons différentes, enfin de deux façons principales, mais je sais pas pourquoi cette ville, j'ai l'impression que c'est encore plus bizarre la façon dont on l'écrit. Enfin, genre Londres, on sait que c'est Londres en français, London en anglais, tu vois. Mais Édimbourg c'est un peu différent. Déjà il y a le Édimbourg à la française, E-D-I-M-B-O-U-R-G, E-D-I-M-B-U-R-G-H, qui est le Édimbourg à l'anglaise. Ensuite, on a le Édimbourg Scott qui peut se dire Embra, E-M-B-R-A, Edinburgh, E-D-I-N-B-U-2-R-A, Edinbury, E-D-U-M-B, U-2-R-I-E. Et on a enfin le Édimbourg gaélique qui lui, alors c'est complètement un autre d'elle, hein. Là on est sur du Din Édin. Édin, et qu'est-ce que ça signifie Din Édin, qui a donné son nom à Édimbourg dans les autres façons de le nommer? Eh bien Din Édin, ça veut dire le fort d'Édin, parce qu'en fait le fort à la base de la ville c'était que ça, disons que c'était le cœur de la ville, et du coup naturellement, disons de façon assez logique, le bourg a été nommé du nom du premier et seul truc à l'époque un peu notable, qui était ce fort qui aujourd'hui est toujours en place et surmonte la ville sur ce rocher. Yo tout le monde, nous voilà rendus au château, nous voilà rendus sur le toit d'Édimbourg, sur le toit de l'Écosse, que dis-je du monde, et sur le toit de ce vlog qui se termine comme ça. On aura réussi à faire toute notre to-do list, on aura réussi à faire plus, on aura goûté le haggis, on aura marché énormément, on aura fait plein de choses, on aura dû faire plein de monuments, je n'ai pas compté le nombre de monuments qu'on a pu croiser. Bref, j'espère que cette journée vous aura plu. En tout cas, je suis absolument tombé in love de Édimbourg, c'est incroyable. Et pourtant, ouais, si j'adore facilement une ville. Mais là, Édimbourg, franchement, c'est une dinguerie. Wow, ma casquette, si je la perds, regardez, elle est sublime ma casquette. J'en suis trop fier de ma casquette. Voilà, merci à ceux qui sont apparus également dans cette vidéo. Et ah, quoique, ah non, je sais, il manque un élément. On n'est pas allé voir le marché de Noël. On va y finir la journée tranquillement. Et donc, je vous laisse une première fois avant la prochaine, car une seconde vidéo de Noël va sortir. Enfin, une vidéo purement de Noël va sortir très bientôt, autour du 22-23 décembre. Donc on se reverra à ce moment-là juste avant les fêtes. Et on se verra pas au Royaume-Uni, on se verra ailleurs. Et je ne serai pas tout seul. Je vous remercie d'avoir regardé. Et c'est Chipar, on va faire un tour au marché. Allez, à ciao!
À plus.